On va parler de l'apprentissage par l'erreur. Pourquoi est-il si efficace? La réponse est dans la question, j'aime beaucoup ce que je fais des fois. L'entreprise que je dirige aujourd'hui s'appelle Ludicius, on s'appelait Succubus il y a un an, vous nous connaissiez peut-être. On est l'entreprise pionnière du serious game, on a fait notre premier jeu sérieux en 2002. L'année de notre création, ça s'appelait pas encore Serious Game à l'époque, on appelait ça du jeu d'entreprise, des jeux B2B. 5 ans après, le mot est apparu. Il s'avère que c'est ce qu'on faisait déjà. Pour survivre, hein, nous, on voulait faire du jeu vidéo traditionnel à l'époque. Et donc, ça fait maintenant bientôt 18 ans qu'on ne fait plus que du Serious Game. On a à peu près 200 projets de Serious Game. Et en ce qui me concerne, j'ai décidé de reprendre des études. Je suis doctorant en sciences de l'éducation, voilà, à l'Université de Genève. Et donc, j'ai décidé d'ancrer cette présentation dans la science. Vous allez voir, pas du tout. Je vais commencer par vous poser une question, on fait toujours comme ça dans les conférences. Selon vous, qui est le meilleur élève? Est-ce que c'est celui qui a tout bon du premier coup ou c'est celui qui a commis le maximum d'erreurs dans son parcours? Cette question est évidemment une question piège parce que qu'est-ce que c'est qu'un meilleur élève? Déjà rien que ça, il faudrait le définir. Mais bon, ce qui est intéressant de comprendre, bien évidemment, c'est que celui qui a tout bon du premier coup, peut-être qu'il savait déjà, peut-être qu'il a eu de la chance. Mais normalement, si le module est bien fait, celui qui a commis le maximum d'erreurs dans son parcours, c'est aussi celui qui a compris les conséquences de ses erreurs et qui est probablement celui qui a le plus appris. Moi, j'aurais tendance à choisir le deuxième, car j'aurais tendance à dire que celui qui apprend le plus, quel que soit son niveau initial, est le meilleur élève. Je vous laisserai à chacun de vous répondre à cette question. Donc, le problème que l'on va chercher à régler aujourd'hui, auquel on va chercher à répondre, c'est les formations traditionnelles sont passives. Ça, je pense qu'on est tous d'accord, on n'arrête pas d'entendre parler d'engagement, voilà, manque d'impact, les apprenants ne retiennent pas assez bien ce qu'ils ont appris. En fait, on entend très souvent, rien ne remplace le terrain. En fait, les apprenants ont besoin de mise en pratique. Voilà. Et donc l'apprentissage par l'erreur, c'est exactement ça, c'est la mise en pratique. Alors qu'est-ce que ce n'est? 1, 2, 3. Qu'est-ce que ce n'est pas? Pas facile à dire quand on essaye d'aller vite. Erreur et échec, c'est pas pareil. Ça veut pas dire que l'échec c'est pas bien et que l'apprentissage par l'échec n'existe pas. Ça veut juste dire que c'est une chose différente et qu'il ne faut pas confondre. L'erreur ne décourage pas. Voilà, se tromper, il y a beaucoup de préjugés, de personnes qui pensent qu'il faut absolument ancrer l'apprentissage dans le succès. Succès, échec, erreur. Qu'est-ce qu'on met à la place de succès dans ce cas-là? Commettre une erreur n'empêche pas d'apprendre. Au contraire, c'est quelque chose qui va nous emmener à apprendre. Alors, en fait, c'est pas moi qui le dis tout ça. Je suis doctorant en sciences de l'éducation, j'en suis très fier, j'ai toujours pas ma thèse, mais il me reste encore 2 ans. C'est des gens qui ont des photos en noir et blanc, qui sont morts depuis une centaine d'années pour certains, et qui ont fait beaucoup de travaux là-dessus, vous devez les connaître. Ils ont vraiment ancré l'apprentissage dans une littérature scientifique dont on se sert encore aujourd'hui. L'apprentissage par l'expérience, experiential learning, c'est quelque chose qu'on entend encore aujourd'hui énormément. Les travaux de Jean Piaget sur le rôle de l'erreur, Lev Vygotsky, ils ont tous ce point commun d'être des psychologues de la pédagogie. C'est des psychologues à la base. Ils ont travaillé sur ce qu'on n'appelait pas encore à l'époque les neurosciences, mais les sciences cognitives. Les réponses à la question pourquoi l'apprentissage par l'erreur est-il si efficace, c'est que ce slide-là. Maintenant, je vais vous expliquer les bénéfices. Et je ne vais pas rentrer dans le détail de pourquoi est-ce que si c'est efficace. Je vous ai juste mis un petit titre de conférence pour que vous veniez. A priori, ça a bien marché. Bénéfices de l'apprentissage par l'erreur. Le premier, c'est la réflexion critique. C'est quelque chose qu'on entend très souvent, surtout dernièrement avec tout ce qui est debunk de fake news, esprit critique, etc. C'est simplement pousser votre apprenant à faire une analyse et un arbitrage des meilleures options. Si jamais vous lui poussez un contenu d'une façon complètement passive et qu'il lit son contenu, il ne va pas se poser ces questions-là. Le développement de la réflexion critique, ça passe simplement par cette chose-là. Un deuxième bénéfice de l'apprentissage par l'erreur, c'est la mémoire qui va être favorisée. On retient bien mieux ce qui nous a challengé. Des fois, on peut lire dans la littérature scientifique ce qui nous a mis en échec.
Mais bon, comme juste avant j'ai dit qu'échec-erreur c'était deux choses différentes, j'ai préféré utiliser le mot ce qui nous a challengé. En gros, ce pourquoi il y a eu une difficulté et dont l'issue n'était pas certaine. Et le troisième bénéfice de l'apprentissage par l'erreur, c'est l'autonomie. Vous avez sans doute tous entendu parler de la théorie de l'autodétermination, le développement de l'autonomie, les premiers des trois piliers, l'autocorrection des erreurs, en fait, être capable de s'auto-corriger, de comprendre qu'on a fait une erreur et de la corriger, c'est quelque chose qui va emmener une très forte responsabilisation et nous mettre dans un état proximal, de flow. On ne va pas aller plus loin que ça. C'est fini pour la partie scientifique, on va rentrer dans le beaucoup plus concret. Alors, qu'est-ce que c'est que l'apprentissage par l'erreur? Parce que je vous ai balancé beaucoup de théories. En fait, c'est simple, c'est un changement de modèle. Je ne sais pas combien parmi nous, aujourd'hui, sont restés sur cet ancien modèle. Apprentissage, théorie, sanction par un examen. Sanction au sens littéral du terme, hein, ça peut être une bonne ou une mauvaise sanction, mais voilà, on se retrouve noté. C'est encore un modèle qu'on retrouve très fréquemment. Il suffit de changer ce modèle. Et on va passer sur quelque chose qui va beaucoup être sur de l'expérimentation et du débriefing. Et vous voyez, il y a une deuxième flèche, il y a un retour en arrière. Il s'agit d'une boucle, c'est-à-dire que pendant une session d'apprentissage, il n'est pas question de commencer par de la théorie et de commencer par de l'expérimentation et terminer par du débriefing, mais au contraire d'avoir ça vraiment tout du long. 14 minutes, je vais devoir accélérer en plus. C'est le recours à la fonction comprendre. Quand on fait un module de formation, on est sur de l'apprentissage, c'est la fonction cognitive d'apprentissage, de retenir quelque chose. Quand on va utiliser l'apprentissage par l'erreur, on va solliciter une deuxième fonction qui est la fonction de compréhension. Ce n'est pas du tout la même chose. Pour vous, ça signifie la création de situations pédagogiques. On va voir ça rapidement. Tout le monde peut le faire. Pas que les développeurs de Serious Game avec des équipes de tech, de graphistes, de concepteurs, ce qui est notre cas. Mais vous aussi, avec un storyline, vous pouvez le faire. Je vous donne une méthode. Ça, c'est le vrai contenu de la conférence. Comment est-ce que vous pouvez mettre en place de l'apprentissage par l'erreur? Il y a 3 choses, et il n'y a que 3 choses. La liberté décisionnelle, je vais vous expliquer ça. Les feedbacks décalés, c'est-à-dire pas tout de suite après le moment de l'erreur. Et le débriefing bienveillant. Petite pause, ça fait pas de mal. On est parti? Première étape, la liberté décisionnelle. Ça, en fait, c'est proposer des choix qui ont des conséquences. Ça veut dire que si je fais certains choix, je n'aurai pas le même retour qu'une autre personne qui fait des choix différents. J'aurai un feedback différent, j'aurai un retour de l'expérience qui sera différent. Si je rejoue, ou si je refais un module une deuxième fois avec des choix différents, j'aurai là encore une expérience différente. C'est quelque chose qui n'est pas évident à mettre en place. Je donnais une conférence hier, pour ceux qui ont pu la faire également à 14h30, justement sur l'art de concevoir des challenges et donc d'avoir des réponses, des retours différents à ces différents choix. En fait, l'impact que ça va avoir sur vos apprenants, c'est de les responsabiliser. À partir du moment où vous leur faites comprendre qu'ils sont dans un univers où l'univers regarde les choix qu'ils sont en train de faire et que la suite dépend des choix qu'ils sont en train de faire, ils vont commencer à réfléchir. On revient sur les 3 piliers, sur les 3 bénéfices que je vous ai montrés tout à l'heure, avec la partie réflexion critique. D'un seul coup, on se dit « Ah, ça ne réagit pas pareil en fonction que je fasse ça ou ça. » Maintenant, au lieu de cliquer sur « Suivant », je vais juste prendre 2-3 secondes pour voir quels sont les différents choix qu'on me propose. Ça responsabilise. La deuxième chose que ça fait, c'est que ça sort instantanément l'apprenant de son état passif. On va aller sur la 3e étape de l'échelle de l'engagement, l'implication. Je n'ai pas mis de slide là-dessus parce que je savais que je n'aurais pas le temps. On commence par intéresser, on continue par captiver. Intéresser, c'est juste j'ai envie de voir ce qui se passe, ça dure 30 secondes. On continue par captiver, c'est on ne laisse pas partir la personne pendant 2 minutes de plus, on se débrouille pour la garder. Et quand on a réussi à intéresser, quand on a réussi à captiver, on continue de le faire tout du long de l'expérience, il ne faut jamais s'arrêter et on va pouvoir commencer à impliquer. Aujourd'hui, cette conférence, elle s'adresse vraiment à cette partie sur, une fois que j'ai capté l'attention de mon apprenant, comment est-ce que je fais pour lui transmettre le message pédagogique? Parce qu'en fait, c'est ça ce qu'on cherche à faire. Deuxième façon, les feedbacks décalés. C'est quelque chose qui me surprend toujours, c'est de voir que dans un module e-learning, on va me poser une question, qu'est-ce qu'il faut faire, A, B, C. Si je réponds mal, on me dit, bah non, c'était pas ça. Ok.
pourquoi pas ne pas me le dire maintenant? Pourquoi pas me montrer ce qui va se passer, possiblement en conjonction avec une deuxième erreur? Peut-être qu'en fait rien de tout ça n'est une erreur, peut-être que c'est seulement quand on a différents choix qui sont faits que ça déclenche une erreur, et peut-être que c'est même pas une erreur, peut-être que c'est un effet inattendu ou qu'on n'avait pas l'habitude. En fait, le principe du feedback décalé, c'est pour responsabiliser encore plus l'apprenant, on va patienter et on va montrer les répercussions du choix au juste moment. Montrer les répercussions, dire il se passera ça dans le futur, ça ne marche pas. On attend, on avance dans le futur et on illustre, on montre exactement ce qui doit se passer. Donc on est vraiment sur une approche de mise en situation. On n'est plus sur une descente du contenu, on met une situation, on laisse l'apprenant dedans choisir ce qu'il va vouloir faire. Ceci va lui faire prendre du recul sur les conséquences de ses choix. Donc, on avait cette première partie qui était la non-linéarité, la liberté décisionnelle. Des fois, on va encore plus loin, on parle de liberté conditionnelle, c'est en mélange avec les feedbacks décalés. Le principe, c'est de responsabiliser, de réussir à faire prendre du recul. On ne va plus être uniquement sur mon slide du moment, ce que je dois retenir, j'essaie de le retenir, je clique sur suivant et j'espère que je ne l'oublie pas. On va vraiment avoir un schéma mental qui va se créer. Vous avez sans doute entendu parler des gens quand ils travaillent leur mémoire qui créent un palace mental. C'est toutes les neurosciences qui nous expliquent qu'en fait, il y a une forme d'ergonomie de notre cerveau et qu'il faut attacher les informations à des événements, à des moments, à des émotions, à une deuxième chose en fait qui va permettre de le retrouver. Cette prise de recul permet d'avoir un schéma d'ensemble et facilite cet ancrage mémoriel. Et finalement, et c'est ce que je préfère et c'est ce que je vois finalement jamais, c'est la notion de débriefing bienveillant. On est sur l'apprentissage par l'erreur. On a vu qu'il y avait des préjugés. Ces préjugés, c'est très facile. Il suffit d'être gentil avec les apprenants. Qu'est-ce que ça veut dire être gentil avec les apprenants? 50% d'une transmission de message pédagogique s'effectue au moment du débriefing. C'est à ce moment-là la moitié. Donc on a la mise en situation, on comprend qu'on a fait une erreur, on comprend ce que ça signifie, mais à la fin, il va y avoir un débriefing, puis on va nous rappeler ce qu'on a bien fait, ce qu'on n'a pas bien fait. Un module traditionnel, c'est une page, éventuellement scrollable, avec ça c'est bien, ça c'est pas bien, un petit bout de texte pour expliquer. 50% de la transmission, c'est une page de texte. Alors que souvent, on s'est donné vraiment la peine de faire un chouette module avant, possiblement avec de l'expérientiel, de la mise en situation, etc. Et au moment où on arrive sur le débriefing, allez, on n'a plus le temps, c'est fini. Non, 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 non. On va faire une vraie séquence interactive. On va faire un débriefing, c'est pas un écran, c'est la moitié du temps de transmission du message, c'est la moitié de l'importance, c'est la moitié du temps. Et on va réellement créer quelque chose, et à l'intérieur de cette séquence interactive, on va proposer à l'apprenant de se rattraper. S'il pense qu'il s'est trompé, s'il pense qu'il n'a pas répondu ce qu'il fallait à un moment, quel est le meilleur élève? Est-ce que c'est celui qui a tout bon du premier coup, ou est-ce que c'est celui qui a le plus appris, qui a le plus compris de ses erreurs en fait? Pas de problème. Moi, je vais donner l'étoile à la personne qui sait se rattraper, qui sait détecter sa propre erreur. Je commence à avoir un petit peu de l'arsène, et qui sait trouver et comprendre pourquoi est-ce que c'était pas la bonne réponse. Et il ne faut pas lui enlever un score. Si jamais vous scorez votre apprenant, aucun problème. Il n'a pas eu bon du premier coup, il a bon du deuxième. Ce que vous vouliez, c'était qu'il sache, c'était qu'il connaisse. Ah, ok, pourquoi est-ce qu'il doit savoir du premier coup? Aucun problème. Bienveillance. Le message est passé, donc c'est ça ce qu'on score. C'est le passage du message. C'est pas la capacité de l'apprenant à répondre bien du premier coup. Merci bien. Je suis allé vite. Donc j'ai le temps de vous présenter 3 petits exemples de choses qu'on fait chez nous. Il paraît que j'ai une bouteille d'eau. Elle va me servir après. Je vous donne un premier exemple. Ça, c'est ce qu'on a fait pour le Boston Consulting Group, BCG. Un truc un petit peu compliqué de simulation d'entreprise. C'est sur la data. Comment utiliser la data qu'une très grosse entreprise est capable de générer pour améliorer en fait les processus de l'entreprise. Donc on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Voilà. C'est des gros sujets, ils s'en servent en vente et en formation. D'abord, ils vont voir les execs, ils leur montrent des super outils, Serious Game, qui flash, etc. Ils disent c'est avec ça qu'on va former vos apprenants. Et en fait, ils nous demandent de faire 2 versions. Une version pour les apprenants et une version simplifiée pour les execs et qui soit plus jolie. Donc on a toujours 2 versions des jeux qu'on fait pour eux.
Et en fait, ce qui va se passer dans ces jeux-là, c'est que les choix, c'est beaucoup d'interfaces, c'est vraiment de la simulation et de la data. Il y a quand même des personnages qui viennent, qui nous expliquent, on a ancré ça dans une histoire. Mais en fait, les choix qu'on va avoir en début de jeu vont avoir de très gros impacts sur la suite du jeu. Et toute la pédagogie, c'est justement d'être capable de comprendre, d'analyser les impacts, de les voir, de les comprendre, et de réagir à ça, et de se rattraper. Alors, c'est pas toujours une erreur en fait. Il y a des fois, on expérimente, on ne sait pas où on va, on essaye quelque chose. L'apprentissage par l'erreur, c'est exactement ça. C'est moi qui l'ai nommé apprentissage par l'erreur, c'est apprentissage expérientiel, le vrai mot, mais ça parle un peu moins. Il y a très multiples fins possibles. En fonction de ce qu'on a fait, on va nous expliquer, c'est plutôt ça, ce vers quoi l'entreprise va tendre maintenant avec les choix que vous avez faits. Et donc vraiment, le but, c'est d'illustrer les conséquences de ses propres choix. Un deuxième exemple. Le Groupement national de la formation automobile, le GNFA. Ils nous ont demandé de faire un jeu de rôle, c'est une enquête policière de Sherlock, parce qu'en fait, il y a des très gros points communs entre une enquête de Sherlock et la détection d'une panne automobile. Si, vraiment, on a été très surpris. En fait, une détection de panne, c'est 80%, ça se passe capot fermé. C'est un des 5 objectifs pédagogiques, c'est de faire comprendre, vous devez parler à votre client. Ils forment les réparateurs automobiles, laissez le capot fermé, parlez au client, 80% de la solution, elle est chez le client, elle n'est pas dans le capot. Il y a 4 autres éléments pédagogiques qu'on va trouver dans le jeu. On joue Watson, on peut se tromper, beaucoup, c'est assez dur en fait. Et Sherlock est là, il est bienveillant, il est là pour nous aider, pour qu'on essaie de trouver le coupable. Alors, dans toute l'histoire, il y a eu un vol de voiture qui a eu lieu et il y a plein de coupables possibles. Il me semble que le jeu est en accès gratuit sur notre site, vous pouvez y aller, vous pouvez le tester. Et alors, ce qui est très particulier dans ce jeu-là, 100% de la pédago est au moment du débrief. C'est-à-dire que si vous faites le jeu et que vous vous arrêtez avant le débrief, vous ne saurez pas du tout pourquoi. Donc le jeu est fait en classe, on oblige d'aller à la fin. Le jeu, de toute façon, s'assure que quoi qu'il arrive, on arrive à la fin. Et on va avoir toute une séquence de débrief qu'on a fait sous forme de BD, un petit peu sympa, où on va expliquer, voilà ce qu'on a eu dans le jeu, voilà ce qui s'est passé dans une enquête de Sherlock. D'abord, donc tout se passe à Baker Street dans une enquête de Sherlock. Sherlock, il sort que quand vraiment il y a besoin de sortir, sinon il reste chez lui, près de sa cheminée, il est quand même bien mieux. Tout se passe sur l'interview client. Il y a 4 autres éléments comme ça. Je vous laisserai vous amuser à faire ça. Et finalement, troisième petit exemple, BNP Paribas. Encore un type de jeu complètement différent. Là, c'est de la pure simulation de dialogue. C'est des personnages qui se parlent. On joue un maître d'apprentissage d'un apprenant qui a fait des bêtises. Alors, il n'a vraiment pas fait ce qu'il fallait. Il y a des clients qui n'arrivent plus à accéder à leur espace pro depuis leur application mobile. C'est un jeu sur la gouvernance IT. Autant vous dire que le sujet ne plaît pas, c'est particulièrement rébarbatif, et réussir à faire passer qu'il y a 5 procédures, il y a 16 processus, et qu'il faut les connaître par cœur, ou qu'en tout cas il faut les avoir lus une fois et puis savoir où les retrouver, c'est quelque chose qui passe très difficilement dans le groupe. Et c'est un module optionnel et qui a été rendu obligatoire pour certaines entités, mais c'est très difficile. On a fait ce qu'on appelle de l'inversion de rôle, du role reversal. C'est l'apprenant qui commet les erreurs, c'est pas nous-mêmes. Ce qui permet en fait de responsabiliser d'une façon différente. C'est pas une mise en situation, oui, mais moi j'aurais jamais fait ça. Là, c'est l'apprenant, il l'a fait, l'erreur elle est faite, elle est commise. Et moi je suis son responsable. Donc c'est parce que je l'ai mal conseillé. Donc tout le jeu, c'est de conseiller l'apprenant correctement pour lui permettre de ne pas reproduire d'autres erreurs. Et tout du long, on va avoir de l'autocorrection qui va être possible. On a un bon flic, mauvais flic. Christelle, en bas à droite, est mauvais flic. Elle est très agressive, très méchante. Elle n'est pas du tout contente que ça se passe pas bien. Gilles, lui, au contraire, est super cool. Voilà, il est là pour arrondir les angles. Et ils vont nous aider tout du long, finalement, à s'assurer qu'on passe les bons messages et qu'on puisse se rattraper si jamais on a fait une erreur. Il y a un débriefing dynamique, c'est ce que je vous disais. 30% du temps de jeu, ça va être le débriefing. Ça va être comprendre ce qui s'est passé pendant la mise en situation, de quelle façon est-ce qu'on agit, de quelle façon est-ce qu'on a réagi. C'est la fin de cette conférence, j'ai soif. Avez-vous des questions? Tous ces jeux sont disponibles sur notre stand au niveau de l'entrée. C'est pile face à l'entrée, c'est le stand N20. Je vous ai mis mon email sur tous les slides. N'hésitez pas, je suis de l'autre côté et je réponds. Je peux prendre une ou deux questions.
Sinon, je vais vous faire une petite chanson. Hein. C'était super clair? Eh bien, merci. Ah, une question. Ah, on va la prendre, on va la prendre. Peut-être allumer le micro. Hein. Pour le plaisir. J'ai une question sur le débriefing. Est-ce que ça se passe toujours de la même manière? Est-ce que ça fait partie du serious game? Est-ce que c'est un moment là entre humains et du coup pas en mode digitalisé? Comment ça se passe ce débrief? Alors, d'une façon générale, dans l'apprentissage par l'erreur, on fait ce qu'on veut. Nous, on fait des serious games. Donc, nous, on fait des débriefs sous forme de serious game. Donc, dans tous nos serious games, le débrief fait partie du serious game. C'est un moment de jeu. Parce qu'on veut absolument maximiser ça. Mais ce que je vous ai présenté aujourd'hui, ça s'applique au présentiel, ça s'applique à l'e-learning, ça s'applique à tout. J'ai vraiment essayé de faire quelque chose de très, très, très horizontal qui s'applique aussi bien au serious game qu'au reste. Donc, chacun sa méthode. Si on travaille ensemble, on vous proposera du serious game. Si vous avez l'habitude de faire le débrief d'une certaine façon, ben continuez, il n'y a aucun problème. Utilisez les techniques que je vous ai données pour l'améliorer. Merci. C'est fini. Merci à tout le monde.